Welcome back. Comment on dit welcome back en français Soyez les biens revenus. Non, je sais pas. Nous revoilà. Et donc, on va maintenant parler. Non, c'est Julie qui va parler des secrets dans Kubernetes. Nous, on va écouter, surtout moi. Alors, c'est un sujet qui va tout particulièrement m'intéresser parce que, je fais des formations Kubernetes et souvent, quand on parle des secrets, les gens me demandent un peu concrètement comment ça va se passer en vrai, au-delà des démos. Et à chaque fois, je leur dis, attends, on va monter un petit truc vite fait. Je m'en sors avec un Vault un peu à l'arrache, je me prends à moitié le pied dans le tapis et puis bon, les gens sont même bien, ils sont indulgents, ça va. Mais j'espère qu'après cette présentation, je serai beaucoup plus à même de faire des démos solides, n'est-ce pas Sans pour vouloir te mettre la pression ou quoi, hein. Un peu quand même. Un petit peu quand même. Mais voilà, donc Julie va nous parler des secrets dans Kubernetes. Merci. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien. Ah oui, ça y est. Alors bonjour à tous, merci d'être venus. Alors, je vais poser des questions simples. Qui a déjà utilisé Kubernetes? J'adore. Alors, qui utilise des secrets dans Kubernetes? Quand même, hein, tout le monde utilise des secrets. Et qui s'est déjà renseigné de voir si c'était vraiment secret? Ah, ça me plaît. Alors bonjour, moi je m'appelle Julie, je suis ingénieure DevOps et Cloud chez Formance et on me connaît aussi sous le nom de Lou.tech sur Twitter notamment. J'ai un petit site perso où je partage notamment des fiches d'aide et plein d'autres trucs. J'aime beaucoup donner cours et partager mes connaissances et vulgariser. Donc voilà. Alors, on va commencer par une introduction. Ça va être un peu une espèce de getting started, hein. Je suis désolée. On va commencer par voir ce qui existe déjà dans l'écosystème et de faire un état des lieux de ce qu'il y a aujourd'hui en place. Alors déjà, je vais vous parler de chiffres. Alors ça, c'est des chiffres qui ont été remontés par Red Hat. Red Hat, ils nous ont fait un Security Report pour 2022. Ils ont interrogé un certain nombre de leurs clients sur leur utilisation de Kubernetes et surtout de la sécurité de celui-ci. Alors on s'est rendu compte que 93% des personnes interrogées ont eu un incident de sécurité qui est lié à leur Kubernetes dans les 12 derniers mois. Donc ça veut dire que tous ont eu des soucis de sécurité dans leur cube toute la dernière année. Moi, perso, je trouve ça quand même assez énorme comme chiffre. Et du coup, ça peut entraîner des pertes de revenus et des données clients. Là, c'est un peu plus critique. La CNIL, elle va venir et tout. Ensuite, on a 55% qui ont avoué que ils ont dû ralentir le déploiement de leurs applications à cause de la sécurité, parce qu'ils avaient peur de la sécurité des conteneurs et tout ça. 55%, ça fait beaucoup, et du coup, ça ralentit vachement le flot de déploiement des applications. Et 43% délèguent la sécurité Kubernetes au DevOps, et seulement 16% aux équipes de sécurité type RSSI ou autre. Alors, qui ici s'identifie en tant qu'ingénieur DevOps ou DevOps ou autre? Ah ouais, quand même. Et c'est vous qui faites la sécurité? Alors, déjà, on va voir les fondamentaux, parce que ça, c'est des trucs, normalement, vous le faites tous, j'espère. On va commencer par chiffrer ETCD. ETCD, c'est la base clé valeur qui stocke tous les states de votre cube. Donc, c'est très important de le chiffrer. Ensuite, une politique de rotation des secrets utilisés par les applications. Ah, ça, c'est un sujet qui fait un peu débat, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que ça ne sert pas forcément à grand-chose et tout. En soi, si, ça sert un petit peu, en tout cas, ce qui concerne les applications. Mais changer son mot de passe sur Facebook tous les mois, non, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas forcément utile. Ensuite, on a des audit logs. Mais les audit logs, je ne parle pas seulement des audit logs des utilisateurs qui accèdent au cluster, mais aussi aux applications. Qu'est-ce qu'elles foutent, les applications en soi? Qu'est-ce qu'elles font? Quelles ressources elles vont avoir accès? Quelles ressources elles vont lire? Ça aussi, c'est important. Et ensuite, de l'encryption at rest, qu'il n'y ait pas un conteneur in the middle, parce que là, on ne peut plus parler de mine in the middle, qui va choper tous les calls et tout simplement utiliser les données, tout ça, puisqu'on rappelle que tout passe en clair, hein, quand vous appliquez un secret. Ouais. Alors, qu'est-ce qui existe comme ressource aujourd'hui pour
donner à notre conteneur un secret. Alors un secret, qu'est-ce que c'est? Ça peut être, par exemple, un utilisateur et un mot de passe pour une base de données. Aujourd'hui, il existe les variables d'environnement, un classique, faites pas ça. Les variables d'environnement, forcément, c'est en clair. Donc, là, on ne peut pas faire plus en clair. Ensuite, on a les config maps. Bon, là, on est toujours en clair, donc c'est pas ouf. Ouais, config map, c'est bien, mais on peut le changer par contre, on peut modifier, c'est un peu comme un fichier de config, il porte bien son nom. Et ensuite, on a les secrets. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un secret? Eh bien, c'est un config map, mais encodé en base 64. Parce que bon, quand même, base 64, c'est dur, les humains, ils savent pas lire ça. Par contre, un base 64 tiré des codes, lui, par contre, forcément. Mais c'est un peu plus sécurisé. Mais la différence entre le config map et le secret, c'est aussi surtout son accessibilité au sein du cluster. Et surtout, c'est immutable, un secret. On ne peut pas changer un secret, il faut effacer le secret et refaire. Et du coup, ouais, on va dire que c'est le truc le plus sécurisé qui existe aujourd'hui dans Cube, si on prend Cube vraiment tout nu. Alors, là, on reprend les différents points. C'est vrai que les variables d'environnement, on n'y pense pas souvent, mais on peut y accéder en web. Coucou le PHP Info. On peut y accéder facilement, passant par la console ou autre. Les config maps, le config map, une fois qu'il est mappé, il peut être remappé par un autre pod à l'aise, tranquille. Et pas de souci, il peut être lu et tout. Les secrets, c'est de la base 64, quoi. On ne peut pas appeler ça du chiffrement, c'est de l'encodage. Et ensuite, on ne parle pas des fuites de données dans les logs et tout ça de Kubernetes. Quand on apply, forcément, quand on apply une ressource, ça passe le YAML dans l'appel, et ben là, on peut lire, même pas besoin d'être une machine pour le lire, même un humain peut le faire. Donc, c'est compliqué. Là, clairement, on a une intro de pourquoi ça va pas. Clairement, ça va pas du tout. Alors, on va aller voir ce qui se passe du côté de nos providers cloud préférés. Il existe des trucs qui s'appellent les secret managers. Qui utilise aujourd'hui un secret manager? Ah, c'est bien. Alors, j'ai dit provider cloud, mais c'est pas totalement vrai, parce qu'il en existe un qui ne fait pas partie d'un provider cloud, c'est Vault. Vault de HashiCorp. Mais sinon, on a le classique Secret Manager de AWS, le Key Vault, je crois, chez Azure, et je crois que c'est Secret Manager chez Google. Et bien sûr, chez nos chers clouds français, on en a aussi, je crois. J'ai un doute. Alors, l'avantage des Secret Managers, c'est que c'est quelque chose qui est centralisé. Donc, c'est un logiciel totalement à part qui va avoir toutes les données sécurisées, entre guillemets, dans un coin. Les accès sont contrôlés, que ce soit sur AWS ou Vault ou autre. On peut faire du airbag sur Vault. Utiliser j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir, l'IAM d'AWS ou autre, ça dépend d'autres cloud providers. C'est cross-cluster en soi. Tous les clusters peuvent appeler le Secret Manager. C'est plutôt cool. Après, la question se pose de comment choisir mon Secret Manager. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est simple. Si vous êtes chez AWS, choisissez celui chez AWS. Mais si vous voulez une solution hébergée chez vous, je dirais qu'il faut aller chez HashiCorp Vault. Je suis sûre qu'il en existe d'autres, des Secret Managers, mais quand j'ai cherché, je n'ai pas trouvé plus. Donc, si vous en connaissez, moi, je suis preneuse de vos idées. Alors, bon, comment on utilise Vault? Voilà, c'est magnifique. Vault, ça s'utilise en CLI. Vault, ça s'utilise avec curl. Donc du coup, nous, techniquement, on se dit, alors ouais, je sais ce qu'on va faire. On va faire un init conteneur avec une image Vault qui va appeler. On va mettre on va mettre la configuration pour se connecter dans un secret et tout. Alors oui, en soi, c'est faisable. Hein. Mais ensuite, t'en fais quoi de ton secret? Tu le mets dans un empty dir, en clair, pour le faire lire par l'application? Oui, en soi, c'est faisable, on est d'accord. Mais c'est fastidieux. Et du coup, ils ont créé un super truc dans Kubernetes qui s'appelle les Secret Store CSI Driver. C'est un nom super long pour parler du petit daemon set là-bas, qui est en fait une interface, un driver qui va se mettre dans votre cluster Cube
et qui va tout simplement communiquer avec, ici, un secret manager, mais il faut bien garder en tête qu'un CSI driver, ça peut être juste du stockage. Il peut être utilisé pour se connecter au S3, par exemple, ou autre. Ici, nous, on va lui demander d'aller call l'API de Secret Manager, d'un Secret Manager, n'importe lequel. Et ensuite, le Secret Manager va aller écrire dans un volume ce dont on a besoin. Et ensuite, le CSI Secret Store Provider, il va aller créer un secret. Et là, ah merde, un secret, on revient à l'encodage en base 64. On est coincé. Surtout que les secrets, je vous rappelle qu'une fois dans votre conteneur, il va mapper un fichier ou en variable d'environnement en clair. Donc on perd l'encodage une fois dans le conteneur. Donc c'est une bonne solution en soi, hein, mais c'est pas encore optimal. Donc on va continuer notre recherche, on continue. Un exemple d'ailleurs, j'avais oublié que j'avais mis un exemple, du Secret Provider Class. Donc comment ça fonctionne? On lui donne juste son provider, les paramètres qu'on veut lui donner, tout ça, comment il va y accéder, l'adresse du vault en question, comment s'y connecter. Et du coup, il va agir et créer notre secret en fonction de ce qu'il a trouvé sur le password manager, le secret manager. Ensuite, on a un autre truc qui existe, les external secrets. Alors, lui, il est un petit peu différent. J'ai tendance à dire que c'est un peu une petite évolution du CSI Driver. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir un opérateur, d'ailleurs, je crois, qui va avoir un Cluster Secret Store. Dans Cluster Secret Store, lui, il va être chargé d'aller se connecter à AWS, à GCP, à Vault, à tout ce que vous voulez, et de récupérer les données dont il a besoin. L'avantage, c'est que lui, il peut se connecter à tout en même temps. Il va pouvoir rediriger. Genre, si vous avez des secrets dans AWS et d'autres dans Vault, il va pouvoir aller voir les deux et récupérer ce dont on a besoin. Et ensuite, il va aller créer des secrets. Ah, mince, on est de retour. Encore des secrets, encore de la base 64. C'est pas ouf. Mais en soi, il est plutôt cool parce qu'on va on va pouvoir déléguer la gestion external secret de création de la ressource aux différents utilisateurs des namespaces. Donc, on va pouvoir déléguer cette partie-là et c'est plus une personne centrale qui va devoir créer chaque ressource pour appeler les secrets. Alors, external secret, il est bien, il est cool, mais c'est pas encore ce qu'on veut parce qu'encore une fois, on se retrouve avec notre secret. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en complément de ces solutions pour essayer de les améliorer un petit peu? Alors déjà, on revient aux polices d'accès aux secrets et aux ressources en général, il faut bien les configurer. Que le pod n'ait accès qu'aux secrets qui lui est attribué, que les autres pods ne puissent pas s'y connecter et autres. C'est très important. Ensuite, on peut générer les secrets dynamiquement. Ça, c'est très, très, très conseillé. Notamment via Terraform. Ici, je vous ai mis un exemple via Terraform. Et en soi, il y a un truc avec Terraform aussi, c'est qu'encore une fois, on retrouve notre secret en clair dans le TF-env. Donc, c'est une fausse solution, encore une fois. Sauf si, bien sûr, vous utilisez un backend en S3, que vous l'envoyez, que vous chiffrez le S3 en l'occurrence et tout. Ça fait beaucoup, beaucoup de trucs. Après, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'External Secret avait mis en place un truc qui s'appelait les générateurs et qui va du coup se charger de générer les mots de passe à la volée, comme ça, à chaque fois que vous créez des external secrets. Ça, c'est cool, faut avouer. Et aussi, on a Vault, le Vault Operator, qui a la capacité, lui aussi, de générer des mots de passe à la volée. Je peux vous citer aussi Helm, qui peut faire de l'aléatoire, du random password, pareil à la création de la ressource. Tout ça, c'est des débuts de solutions, puisque l'humain n'est pas, parfait. Et si l'humain rentre un mot de passe qu'il connaît, bah, l'humain, il va connaître le mot de passe. Donc lui, ça sera la source du problème. Là, on va le générer automatiquement, donc pour le retrouver, ça sera peut-être un peu plus difficile, mais on arrive toujours en bout de chaîne où le mot de passe, une fois dans le conteneur, il réapparaît en clair dans les variables d'environnement ou dans un fichier plat. Un peu l'impression de tourner en compte dans mes recherches. Et là, la solution ultime,
on peut chiffrer les données. Alors, moi j'en ai trouvé 3, mais il en existe plus que ça. Ce sont des solutions qui sont un peu similaires à GitCrypt, pour ceux qui connaissent, où en fait on va juste mettre une scellée sur le secret, le fichier de secret, comme dans le schéma. Une fois qu'on le déploie, donc ça peut être soit sur nos machines personnelles, une fois qu'on le push sur Git, ou alors dans la CI, on va lui mettre une scellée, ça va être de l'AES par exemple, et ensuite on va envoyer tout ça, et il n'y aura que l'application d'arrivée qui pourra décoder ce qu'on a chiffré. Et donc, en soi, on peut le faire dans l'applicatif. Et donc, on commence à avoir un début de solution sur le fait que notre secret est fini en clair, quoi qu'il arrive. Et là, ça commence à devenir intéressant. Et du coup, voilà. Conclusion. Eh ben, c'est que la conclusion de ma conf, c'est qu'il y aura toujours des soucis. Eh oui, la conclusion de ma conf, c'est qu'on ne peut pas rendre totalement secret des secrets. Parce que déjà, trop de sécurité, ça entraîne son lot de problèmes. Le souci, le point commun dans tout ça, c'est l'humain. S'il y a trop de sécurité, nos petits devs, même nos ops, ils vont avoir une envie, c'est de contourner les règles pour faire d'autres trucs, pour aller plus vite dans leur travail. Ce que je peux comprendre, quand le process de sécurité est trop complexe, le premier truc que tu as envie de faire, toi, c'est de le contourner. On est des êtres humains, il faut être honnête. Je suis revenue en arrière. Et du coup, voilà, on en revient aussi à ce fait numéro 2, c'est qu'il faut savoir choisir des solutions adaptées avec une complexité raisonnable. C'est-à-dire ne pas trop forcer dans la sécurité. Alors, oui, il faut quand même éviter de mettre les données en clair, d'exposer sa base de données sur Internet ou autre. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. Mais il y a aussi des choix à faire sur la complexité. Si vous chiffrez tout et mettez un process ultra compliqué sur le déploiement de vos applicatifs, ça va être très compliqué. Et j'ai été vachement vite dans ma conf. Oups. Donc, je peux répondre à plein de questions du coup. J'ai été vachement vite. Je parle vite quand je m'y mets. Merci pour ta présentation. Ma question est, que penses-tu de l'idée d'intégrer les SDK de Vault ou d'AWS, par exemple, Secret Manager, directement dans l'application pour récupérer les secrets et donc ne plus les stocker au sein de Kubernetes? Alors, ça se fait. Ça se fait, mais ça, c'est des choses qu'il faut prévoir au début d'une application. On a beaucoup d'applications aujourd'hui qui sont legacy, qui datent d'il y a un temps où même moi je faisais pas d'informatique, et que du coup c'est assez compliqué d'intégrer un SDK comme ça dans une application existante. Alors oui, si ton application est toute neuve, franchement c'est la meilleure idée qui soit. Vault propose des SDK en Go, en PHP, en tout ce que tu veux, et c'est vraiment une solution extraordinaire. Mais moi, je pars du principe que les applications, elles ont existé avant nous et qu'on prend l'application telle qu'elle. Mais oui, clairement, utiliser un SDK, c'est une bonne pratique. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question sur, pas forcément la création du secret, mais plus ensuite sur son utilisation par l'application. Parce qu'en fait, souvent, on se retrouve à devoir redémarrer une application quand une nouvelle version du secret, par exemple, est publiée. Notamment si on n'utilise pas Customize et que le nom de la ressource secrète n'est pas unique. Il y a des contrôleurs pour ça, mais ça peut être un peu lourd, un peu pénible. Est-ce que tu aurais d'autres conseils sur ça, sur finalement comment faire en sorte que quand je mets à jour mon secret sans changer son nom, le nom de la ressource dans Kubernetes, ce soit bien pris à jour par mon application?
c'est un vaste sujet. Comme tu disais, il existe des solutions type config reloader. Après, c'est vachement utilisé pour les config maps. Pour les secrets, je l'ai rarement vu actif parce que, je sais pas, je me demande pas pourquoi. Je connaissais vraiment config reloader pour les config maps. Il me semble que les solutions comme External Secret ou le Secret Store Provider a un système de vérification régulier de la contenu de la variable avec un système de différence et du coup met à jour automatiquement. Sauf que, encore une fois, ça crée un secret. Donc, à quel moment il reload ou autre, ça, encore une fois, je pense qu'à part un sidecar qui va reload, il n'y a pas grand-chose à faire à part ça. Ça, pour le coup, c'est un souci plutôt interne à l'API, au fonctionnement du secret chez Kubernetes, plutôt que on ne peut pas y faire grand-chose. Ah, le pauvre Jérôme. Bonjour, merci pour le talk. J'avais une question. Est-ce que tu as regardé l'agent Vault qui tourne en sidecar? Et si oui, qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'ai entendu, merci. Alors, oui, l'agent, évidemment, c'est une bonne solution, sauf que ça revient, à mon avis, à faire un appel à l'image Vault en init conteneur pour récupérer les valeurs. Et en fait, tout ça, ça revient au même point où il va créer un secret ou un config map ou le sidecar, il me semble, de mémoire, qui crée un secret en fait au final. Donc ça revient au même qu'un external secret ou autre. Donc oui, c'est une des nombreuses possibilités qui au final en reviennent toujours au même. Le point de ma conf, c'est justement de dire qu'aujourd'hui, il n'existe pas de vraie solution à part peut-être le chiffrement via CG Secret ou autre. C'est vraiment la seule solution finale pour avoir un truc vraiment secret de bout en bout. Il faut aussi voir ça comme il faut aussi accumuler toutes les solutions. Donc que ce soit external secret, le chiffrement de bout en bout. Mais là, encore une fois, on arrive à la complexité où ça devient vraiment mal au crâne quand tu dois déployer le moindre truc en prod. Merci beaucoup. J'ai une question concernant SOPS. Donc on est d'accord qu'on va donner les secrets chiffrés avec SOPS à l'application, mais l'application va bien devoir à un moment ou à un autre déchiffrer pour voir ce qu'il y a dans le SOPS. Et donc elle a besoin à un moment ou à un autre d'une clé pour déchiffrer, d'où elle va stocker la clé pour pas qu'elle soit dans le même problème d'œuf et la poule, où on a la clé qui déchiffre SOPS et elle-même un secret en base 64. C'est possible avec des cloud providers type AWS parce qu'on peut utiliser KMS avec le rôle associé au pod, etc. Mais dans le cas d'un cluster cube bare metal, comment on arrive sur un problème d'œuf et la poule, quoi. Oui, je suis d'accord. Pour le coup, alors, le truc à faire, je pense, sinon tu peux mettre la clé de déchiffrement dans un secret, non? Non. L'idée, ça serait par exemple d'intégrer la clé de déchiffrement à ton image Docker au moment du déploiement, si c'est possible. De passer ta clé de... Il y a Vault qui propose aussi d'avoir, via son API, de transmettre des clés, justement, pour permettre ce déchiffrement. Donc, on en revient... Ouais, c'est un peu l'œuf et la poule, t'as raison. Je ne sais pas qui a posé la question, donc je regarde le... D'accord. Donc oui, c'est vrai qu'on finit toujours à un moment à l'œuf ou la poule, parce que il n'y a pas de vraie solution. Et qu'à un moment donné, tu vas avoir besoin soit d'un être humain, soit d'avoir quelque chose en clair. Donc, ouais, c'est triste, hein, je suis désolée, mais ma conf, elle finit toujours en « bah, on peut pas ». Il n'y a pas d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Comment on dit dans le genre aux enchères? Going une fois, deux fois? Ah, si. Du coup, la question qui tue, c'est est-ce que tu as réussi à mettre Seed Secret intégralement chez ton... Non, parce qu'on utilise AWS et on a KMS. Okay. Oui, chez Formance, on utilise totalement full AWS. Donc tout est chiffré via KMS.
Bah, déjà, merci pour la conf qui était, Ouais, de rien. top. Petite question, du coup, on l'a évoqué. Est-ce que la solution, on va dire, la meilleure solution et la solution d'avenir, c'est pas justement des solutions comme l'IAM d'AWS et au final, de plus avoir de secret en fait et de s'en débarrasser totalement? Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas évoqué, c'est que AWS. Après, je parle d'AWS parce que c'est ce que je connais actuellement, mais je pense que GCP et Azure ont des choses similaires. Cloud provider français, peut-être, je ne saurais pas vous dire, je suis désolée, je ne m'aventurerai pas sur ce chemin. Et il y a plein de solutions. Par exemple, on en parlait avec mon chef hier quand je lui faisais la démo de ma conf, c'est que oui, ce qui est possible à faire, c'est tout simplement de lancer une lambda qui ne log rien du tout, qui va nous créer notre secret et créer la ressource adéquate dans EKS. C'est tout à fait possible. Mais il faut être sur AWS, ça c'est pareil, c'est du full AWS. Donc la réponse du coup à comment sécuriser tout, ça peut être aller chez un cloud provider. Sauf que c'est pas une vraie solution parce que je sais que beaucoup ont des clouds privés, sont sur des clouds français qui n'ont pas forcément de KMS. J'ai entendu que chez OVH ça allait venir a priori. Donc apparemment il faut être patient. Mais oui, chez AWS en tout cas c'est totalement possible avec KMS. Oui, merci pour la conf. C'est pas une question, mais peut-être un élément de réponse sur le fait la pool. De mémoire, Vault, il implémente une authentification avec les service accounts en utilisant les tokens. Et donc, il n'y a pas de problème de fait de la pool finalement, parce que c'est l'authentification Cube qui est utilisée pour que le CSI, Secret CSI, il se connecte à Vault. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris les choses en tout cas. Après, on a des soucis. Il faudrait que le Vault soit totalement intégré au cube. Là, voilà, c'est ça. Fonctionnerait bien. Là, c'est le Vault et il est à l'intérieur. Mais dans une bonne pratique de sécurité, on mettrait le Vault ailleurs. Par exemple, pas dans le même cluster cube déjà que l'application qui doit le consommer, parce que si le cluster tombe et qu'il doit être remonté, ou alors vraiment mettre un scheduling de déploiement des pods. Dans la doc de Vault, il préconise de mettre sur des nœuds dédiés, mais je ne suis pas sûr qu'il préconise des clusters dédiés. Personnellement, j'ai toujours déployé Vault sur des machines, tout ce qui est de plus basique, des machines virtuelles, puisque soit avec un back-end Consul ou avec un back-end S3 ou GCS pour la haute dispo. Mais j'ai jamais mis Vault dans Cube parce que je fais partie de ces gens qui ne mettent pas ni base de données ni autre truc de sécurité dans Cube et me frappez pas. Mais moi je suis pas pour. Voilà. Je suis partie de la vieille école. Ah, il y a une question là-bas. Il y a un monsieur qui lève la main derrière la caméra dans notre angle. Bonjour, merci pour la présentation. Je veux juste témoigner sur l'utilisation de Secret Manager au niveau de Cloud Provider GCP. On n'a pas cette problématique grâce à l'utilisation des services accounts et workflow d'identité. Donc l'application avec les droits qu'on le donne à travers les services IAM, donc on limite cette application pour chercher les secrets qu'il a besoin sans besoin d'avoir un mot de passe pour récupérer. Donc on n'a pas cette problématique d'avoir le mot de passe pour chercher les secrets plutôt, pour qu'ils soient utilisés. Merci. Après, il faut avoir une bonne hygiène entre guillemets des services accounts et de lui donner les bons droits, parce que j'ai aussi vu des gens qui faisaient un service account où tout le monde pouvait se connecter dessus pour accéder au Secret Manager. Ça se fait pas. Donc oui, c'est faisable tout à fait. AWS fait pareil. Et via les le CSI, en tout cas dans la doc officielle d'AWS, ils conseillent d'utiliser le CSI Driver. Pour GCP, je ne sais pas si c'est aussi le cas, mais voilà, pour info. Ils font des super articles sur AWS pour parler de tout ça. Une fois, deux fois, trois fois adjugé. Merci beaucoup.